sait plus quoi faire peut-être. L'attaque terroriste islamiste samedi après-midi à Mulhouse résume toute notre impuissance, toutes nos failles. L'individu est un Algérien de 37 ans sous le coup d'un OQTF, obligation de quitter le territoire français. Il était arrivé illégalement en France en 2014. Il a été interpellé en 2023, condamné pour apologie du terrorisme à 6 mois de prison. Il sera libéré 50 jours avant le terme de sa peine. À 10 reprises, l'Algérie a refusé de le reprendre et de délivrer le laissez-passer consulaire. Une seule solution, l'assignation à résidence. Obligation de passer chaque jour au commissariat et donc nous laissons des bombes à retardement se balader tranquillement. Le droit, en l'espèce, ne protège plus. Est-ce que nous sommes condamnés à vivre de cette façon ? Je vous propose d'écouter peut-être Emmanuel Macron qui était au Salon de l'Agriculture ce samedi. Ici, donc à nouveau, la solidarité de la nation à l'égard de la famille et la détermination du gouvernement et la mienne de continuer le travail qui est le nôtre depuis 8 ans pour tout faire afin d'éradiquer le terrorisme sur notre sol. Mais la détermination est complète et au-delà de ce qui a été fait, nous prendrons évidemment tout acte utile pour répondre à ce qui vient de se passer. Gilbert Collard, c'est vrai que je suis là d'entendre notre bras ne tremblera pas, notre détermination est complète, nous savons ce que nous devons faire et que rien ne change parce qu'en fait, je le disais, rien ne peut changer. Toute la procédure fut respectée, toute la procédure est légale. C'est-à-dire que on a affaire à quelque chose qu'on ne pouvait quasiment pas éviter, qui était inéluctable, Gilbert Collard. Les mots, les morts. Les morts, les mots. Voilà. C'est le cycle infernal dans lequel on est maintenant enfermé. Des morts, des mots. Et rien ne se passe, rien ne se produit. Pour une raison très simple, dramatiquement simple, que l'on ne veut pas avouer, que l'on ne veut pas reconnaître. Retailleau a décidé de tenter de rétablir le délit de séjour irrégulier. Parce qu'on peut séjourner irrégulièrement en France sans risquer une seconde de garde à vue. La Cour de cassation, en 2012, a décidé, conformément à ce qu'exige l'Union européenne, qu'un individu qui entre irrégulièrement sur le territoire ne pourra pas être placé en garde à vue. Ne pourra pas. On va lui donner le temps de réfléchir, c'est ce que dit la directive européenne, de réfléchir au cas où il aurait envie de repartir. Bon, c'est un monde de fous, quoi, je veux dire. Bon, donc aujourd'hui, on a des hommes, des femmes qui entrent sur le territoire illégalement, irrégulièrement. Circulaire Valls 2012, qui a supprimé le délit de séjour irrégulier, et les gens font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Bon, donc on se heurte, et Retailleau va se heurter à l'Union européenne qui ne veut pas de sanctions d'emprisonnement quand il y a pénétration irrégulière sur le territoire. Pire même, faut le dire, le fait de violer la loi, le fait d'entrer illégalement sur le territoire, incroyable mais vrai, donne des droits. L'aide médicale d'État, les aides multiples, l'hébergement, etc. Bon, comment peut-on... Il y a l'hébergement également ? Également, bien sûr, oui, il y a des aides pour l'hébergement, il y a des aides multiples qui sont répertoriées. Il n'y a pas un hébergement automatique, si vous voulez, n'allons pas dire ça, on va se faire pilonner, hein. Mais il y a des aides multiples qui arrivent. Vous avez et puis les associations qui sont là, les associations également qui font un travail d'accompagnement. Voilà, vous avez des sites adaptés qui vous renseignent parfaitement sur ce qu'il faut faire. Moi, j'ai un de mes copains avocats qui m'a envoyé un petit mot il y a 30 secondes. Hein. Il est en train de remplir un document pour un client qui fait appel devant la Cour du droit d'asile, hein, la Cour d'appel. Et il me dit, il n'y a aucune mention sur les ressources. Il y a l'aide juridictionnelle, mais il n'y a pas de mention sur l'existence ou l'absence de ressources. C'est quasi automatique. Voilà, bon, comment s'en sortir quand on est prisonnier d'une législation européenne malade sur le plan idéologique, complètement malade sur le plan idéologique, et contre laquelle on ne peut pas lutter, hein, parce que je rappelle, je m'en excuse assez technique, mais la Cour de cassation en 2012 a dit qu'une personne en situation irrégulière, je dis bien irrégulière, ne peut pas être placée en garde à vue. On lui dit bonjour, comment ça va, la santé est bonne, vous avez franchi ce
qui s'appelait autrefois la frontière, sans permission. Soyez le bienvenu, ne cassez pas trop de matériel, voilà, on peut rien faire. Hein. Et puis alors, si vous avez besoin d'aide, vous avez des associations, vous avez des avocats spécialisés en droit des étrangers, parce que les étrangers aient des droits, on est tous d'accord. Mais maintenant, il y a un droit des étrangers. C'est dire à quel point on en est arrivé dans le socle législatif. Il y a une matière juridique. En l'espèce, est-ce que il faut rétablir pour ceux qui sont en situation irrégulière, de les mettre en prison, clairement. On peut pas, mais on peut peut-être changer la loi. On a le droit. Non, on peut pas. Non, on va se heurter de front à l'Union européenne. Bon, alors, d'accord. Et en revanche, pour celui qui a déjà été condamné, ce qui était le cas de ce monsieur qui avait été interpellé en 2023, condamné pour apologie du terrorisme à 6 mois de prison, il est libéré au bout de 50 jours avant le terme de sa peine. À 10 reprises, l'Algérie refuse de le reprendre et de délivrer le laissez-passer consulaire. Est-ce que pour les condamnés que les pays d'origine refusent de reprendre, est-ce qu'on peut mettre ces gens en prison en changeant la loi ? Est-ce que c'est possible ? On devrait pouvoir y arriver, mais on prend le risque de se faire sanctionner par la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, c'est impossible, c'est Kafka. Mais il y a bien une solution. Alors, oui, c'est Kafka, absolument. Absolument. Non, mais si on cherche des solutions, alors c'est quoi la solution ? C'est-à-dire que c'est le référendum de demander, d'interroger les Français ? Je passe mon temps à répéter qu'il y a 2 problèmes en France aujourd'hui, la souveraineté du peuple et la liberté du politique. Et là, on est au cœur des 2 sujets. On est au cœur de la question. Oui. Souveraineté du peuple parce qu'il n'est pas entendu, et liberté du politique parce qu'il ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est votre solution ? Quelle est la solution juridique ? La seule solution juridique, c'est le référendum. Voilà. De Gaulle l'avait dit, du reste, le seul juge, c'est le peuple. Là, maintenant, il faut que le peuple s'exprime. Oui, mais on ne va pas lui poser ça. Alors, comment on l'interroge, le peuple ? On pose 50 questions ? Parce que ça, c'est une question précise. Je veux dire, généralement, les référendums en France, c'était une question oui ou non. Donc là, il y a une multitude de questions qu'il faudrait poser. Oui, mais alors là encore, on va se heurter à une question constitutionnelle. Vous me direz, on a Ferrand comme président, donc tout va être réglé d'une manière mutuelle. Hein. C'est clair, il n'y a pas de problème. Bon, mais on va se heurter là aussi. Non, mais en réalité, donc, je veux dire que moi, je suis pas contre l'Union européenne. Hein, attention, qu'on se comprenne bien. Je suis pas systématiquement hostile à ce qui peut être l'Union des États européens. Hein, mais cette machine est devenue tellement folle sur le plan juridique que on ne peut plus se protéger, voilà. Il y a un moment donné où le droit devient l'ennemi du droit. Et on en est arrivé à ce point-là. Quand tout à l'heure vous parliez de Kafka, mais Kafka, il n'aurait même pas pu imaginer qu'un jour, on en arrive à donner des droits à des hommes ou à des femmes qui violent la loi territoriale. Vous vous rendez compte que dès l'instant où un individu pénètre sur le territoire français, frauduleusement, il a droit à l'aide médicale d'État, avec tout ce que cela comporte aussi d'abus dans les soins qui sont souvent des soins de confort. Bon, alors, dès l'instant où on le dit, ça, on est inhumain, on est violent, on est raciste, on est brutal, mais rappelons quand même, si vous le permettez, que nous parlons alors qu'un homme vient de mourir. Que toute notre discussion, elle est à l'ombre de la mort d'un homme. Mais j'entends, mais c'est pourquoi je vous dis qu'est-ce qu'il faut faire. Et vous-même, qui pourtant connaissez parfaitement le droit, soulevez l'hypothèse du référendum, tout en disant qu'on n'est même pas sûr d'aller au bout du référendum avec le Conseil constitutionnel. Donc ce qui m'intéresse dans cette discussion, c'est comment cet homme-là, l'homme qui est mort... Moi, je vais vous dire une chose. Si vous me posez la question à titre personnel, moi je dénoncerai la Convention européenne des droits de l'homme. J'en sortirai. Mais on a le droit est-ce que la France peut faire ça ? Oui, bien sûr qu'on a le droit, bien sûr. Et pourquoi on le fait pas ? Il y a une clause qui permet d'en sortir. Pourquoi on le fait pas ? Parce que tous nos hommes politiques veulent avoir le prix Nobel de la paix médiatique. Voilà. Vous comprenez ? Si vous dénoncez la Convention européenne des droits de l'homme, vous êtes au banc de la société, quoi. Voilà. Alors que nous savons tous, et Retailleau le sait, que son idée, qui est très bonne, de créer un délit de séjour irrégulier, va se heurter à la Convention européenne des droits de l'homme. Alors ils en sont à dire en commission des lois qu'on ne prononcera pas une peine de prison en cas d'infraction, mais une amende.
pour ne pas être condamné par la Cour européenne. On s'en sert quand on en a envie, parce que la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, Nicolas Sarkozy l'a saisi dans l'affaire des avocats qui sont écoutés. Et c'est pour ça qu'on n'en sort pas, parce que la Cour européenne des droits de l'homme, dans une affaire d'ailleurs qui vous concerne vous, c'est-à-dire qu'un client qui est écouté par son... qui parle avec son avocat, la France a jugé que c'était possible en France. La Cour européenne des droits de l'homme a une jurisprudence très précise là-dessus, et elle aurait dû s'imposer à la juridiction française, et Nicolas Sarkozy a saisi, à juste titre d'ailleurs, la CEDH. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Il ne va pas dénoncer la CEDH lui-même, puisqu'il vient, par exemple, c'est un exemple concret que je cite là. Bien évidemment, mais étant donné que maintenant il y a une matière très particulière qui est le droit des étrangers, est-ce qu'on pourrait exclure de la réglementation juridique européenne tout ce qui touche à la question de la liberté des frontières? Voilà. Pour rétablir un maintien de souveraineté, on pourrait parfaitement décider, les membres de l'Union européenne pourraient décider que tout ce qui touche à la question de la souveraineté des frontières relève du droit des États. C'est tout. Voilà. Je veux dire que on garde la Convention européenne, on garde les normes, mais tout ce qui touche à la notion de souveraineté territoriale sort du cadre juridictionnel et juridique de l'Union européenne pour revenir au droit souverain des États. Et on ferait ce qu'on voudrait en matière de législation sur le droit des étrangers. C'est entendu. Vous avez peut-être vu passer également que sur l'affaire de Mulhouse, c'est votre ami Gilles William Goldnadel qui a parlé d'une magistrate qui s'appelle Madame Marin, Cyr Marin, qui est une ancienne responsable du syndicat de la magistrature et membre de la Ligue des droits de l'homme. Et cette dame, ce week-end, a expliqué que le fait de pointer tous les jours, de faire pointer tous les jours le terroriste de Mulhouse a pu le pousser à passer à l'acte, car vécu comme une humiliation. Et cette dame, je le précise, dirigeait le syndicat de la magistrature. Donc quand vous parlez d'idéologie, c'est pourquoi je rebondis, cette idéologie, alors est-ce qu'elle est majoritaire ou pas parmi les magistrats? Visiblement pas. Je crois que c'est 30%, le syndicat de la magistrature. Oui, même moins maintenant. En 2022, c'était 33%. Après le mur des cons, c'était tombé à 20%, mais en 2022, voilà, c'était quand même remonté à 33%. Bon, mais comprenez qu'il y a une idéologie que vous venez de signaler d'ailleurs, mais qu'on trouve. Je vous assure, si vous retrouvez Monsieur Collard face à un magistrat qui est syndiqué au syndicat de la magistrature, je pense que votre dossier, il part pas bien. Ah, c'est pas bon. Non. C'est pas bon. Il part pas bien. J'aurais une sacrée trouille. Oui. Il part pas bien. Bon, je vous remercie en tout cas. Je vous remercie de ces explications qui sont toujours très très claires et très pédagogiques. Merci beaucoup, Gilbert Collard. Je rappelle que vous êtes ancien député européen du Rassemblement national et aujourd'hui que vous avez mis fin à vos activités d'avocat. Ah oui. Je me suis remis à réfléchir. Parce qu'avant vous réfléchissiez pas. Non, je ne crois pas. Mais en revanche, qu'est-ce que vous... La politique rend un peu con. Oui. Qu'est-ce qu'un homme comme vous, si actif et si brillant, permettez-moi de le dire, même si on peut ne pas partager vos avis, bien sûr, mais qui est quand même... Bien sûr, j'espère. Qu'est-ce que vous faites de vos journées ? Alors moi, je lis, j'écris, je m'occupe du collège de criminologie clinique que j'ai organisé, dans lequel il y a plein de monde qui vient et on étudie des cas criminels, on réfléchit dessus, et puis... Vous n'avez pas envie de monter sur scène comme votre ami Dupond-Moretti qui est au Théâtre Marigny ? Si je devais monter sur scène après Dupond-Moretti, je serais forcément meilleur. Voilà, j'en suis sûr, j'en suis certain. Voilà, mais oui, voilà. Bon. Rideau. Bon, merci en tout cas, vraiment.